Il est également président de la Société marocaine de médecine de la reproduction, la SMMR. Et donc aujourd'hui, il va discuter avec nous les différentes techniques de chirurgie et techniques chirurgicales endoscopiques dans le domaine de l'infertilité. Donc nous avons, c'est vrai, tous déjà entendu parler des techniques de procréation médicalement assistée, qu'on appelle donc plus communément les PMA. En général, elles permettent de résoudre pas mal de problèmes liés à l'infertilité. Et c'est vrai que quelquefois, la chirurgie va être, dans certains cas, en fait, une alternative ou même quelquefois un passage obligatoire pour pouvoir continuer le traitement par la suite. Donc, nous allons aborder les différentes procédures chirurgicales endoscopiques avec vous. Peut-être aussi leur évolution depuis ces quelques années. Peut-être aborder les indications pour qui ces procédures peuvent être, quel type de patients ces procédures peuvent être proposées. Et puis peut-être plus concrètement, comment se passe une hospitalisation quand on doit avoir l'une de ces interventions chirurgicales. Et puis nous allons terminer avec, pour développer un peu plus en détail, l'hystéroscopie, qui a fait pas mal de progrès ces derniers temps et qui permet de pouvoir comment dire, résoudre pas mal de problèmes liés à l'infertilité et qui permettent donc de rendre le taux de grossesse positive plus important. Voilà. Donc, professeur Sefrahi, je suis ravie de vous accueillir. Un grand merci en tout cas. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Je suis ravi. C'est avec plaisir. Donc, nous allons commencer. Donc, juste, voilà, pour nous, si c'est possible de nous expliquer les différentes techniques de chirurgie endoscopique dans le domaine de l'infertilité et peut-être aussi leurs avancées, l'évolution depuis ces dernières années. Tout d'abord, permettez-moi de rebondir sur votre introduction quand vous avez dit effectivement que les techniques de PMA ou d'assistance médicale à la procréation ont permis de résoudre beaucoup de problèmes. Il faut savoir que ces techniques, dans tous les cas, sont des techniques palliatives. C'est-à-dire qu'on a recours à une technique d'assistance médicale à la procréation à chaque fois qu'on n'a pas une possibilité de traiter la cause. Et c'est là où il est probablement important de parler de la chirurgie endoscopique, qui est probablement un des volets thérapeutiques importants, c'est-à-dire qu'on va traiter la cause de l'infertilité et la méthode utilisée qui a la voie endoscopique, que ce soit la célioscopie ou l'hystéroscopie, a l'avantage également, par rapport aux techniques de chirurgie classique, d'avoir de meilleures suites opératoires, des séjours hospitaliers beaucoup plus courts, parfois juste en ambulatoire, comme on en parlera, et également beaucoup moins de complications et d'effets secondaires. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit. Maintenant, quelles sont les techniques dont nous disposons? Il y en a essentiellement deux. C'est la célioscopie. C'est quoi la célioscopie? C'est une technique de chirurgicale pour opérer à l'intérieur du ventre ou dans le pelvis uniquement à l'aide d'une caméra, par un petit trou dans l'ombilic qui fait 5 mm, 5 à 8 mm, et 2 ou 3 trous latéraux de 5 mm. Donc, c'est une caméra et des petites pinces qui permettent de traiter et d'opérer dans des conditions nettement plus avantageuses que la chirurgie classique. L'autre technique est l'hystéroscopie dont vous avez parlé. Aujourd'hui, comme vous savez, l'utérus si vous voulez, est un vase clos, mais qui est ouvert vers le vagin par un orifice qui est le col. Et à travers ce col, on peut introduire des instruments chirurgicaux, notamment l'hystéroscopie, et qui permet aussi bien le diagnostic des anomalies dans l'utérus, mais également les traiter, comme nous y reviendrons avec les différentes indications. D'accord.
Parfait, je vous remercie pour ces renseignements précis et concis. Donc, justement, comme vous disiez, qui peut bénéficier, enfin, à quel moment vous passez d'un traitement, je dirais, classique à une indication à la chirurgie endoscopique? Je peux même vous dire que souvent la chirurgie est le premier volet thérapeutique. Parce que quand un couple se présente pour un problème d'infertilité, la première chose à faire est de comprendre s'il y a une raison. Et donc, les raisons qui font que nous intervenons, ce sont toutes les raisons qui nous disent qu'il y a un obstacle. Cet obstacle peut être mécanique ou d'ordre inflammatoire, je vous expliquerai pour quelles raisons, et qui vont empêcher soit la fécondation, c'est-à-dire à l'œuf ou au spermatozoïde d'aller vers l'ovule pour féconder, soit à la nidation ou à l'implantation. Quels sont ces cas? Ce sont les cas où, par exemple, on a un obstacle au niveau des trompes. Les trompes ne fonctionnent pas, où il y a du liquide à l'intérieur de ces trompes. Quand il y a ce qu'on appelle l'endométriose, qui est une pathologie inflammatoire qui est extrêmement répandue et qui cause de l'infertilité au même titre que des douleurs chez les femmes. Et également quand il s'agit, par exemple, d'obstacles d'origine infectieuse, comme des adhérences qui vont gêner les rapports anatomiques normaux, comme les rapports entre la trompe et l'ovaire. Je citerai également les cas de fibromes. Quelques fibromes vont empêcher, de par leur taille ou de par leur localisation, vont empêcher l'anidation de se faire correctement. Et il y a également les obstacles à l'intérieur de l'utérus, comme des accolements. Vous savez que les femmes qui ont subi des aspirations, des curetages à la suite de fausses couches ou autres, peuvent avoir des accolements à l'intérieur de l'utérus, ce qu'on appelle les synéchies. Ces synéchies vont empêcher le développement de l'endomètre, de la cavité utérine, et vont même constituer un obstacle mécanique au passage des spermatozoïdes et également à l'arrivée de l'embryon dans l'utérus. Donc, toutes ces indications vont être toutes ces étiologies vont être des indications à une chirurgie. Et dans ce cas, elle peut se faire quand il s'agit d'obstacles à l'extérieur de l'utérus par la voie cœlioscopique ou dans l'utérus également dans les cas des fibromes. Et quand il s'agit de problèmes dans la cavité elle-même, on va agir par la voie hystéroscopique. D'accord, c'est parfait. D'accord, un grand merci, c'est très clair. Donc, il y a, du coup, c'est vrai que il y a une question donc, qui me vient à l'esprit. Donc, en général, bon, la chirurgie, est-ce qu'il y a toujours une technique endoscopique exploratrice avant de décider de la chirurgie, ou alors vous avez d'autres moyens qui permettent directement d'indiquer la chirurgie endoscopique? L'idéal, effectivement, est de pouvoir explorer au préalable. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de méthodes qui permettent d'aboutir à un diagnostic plus ou moins précis. Je citerai l'échographie, qui est un examen simple, qui est un examen de routine, qui est même l'extension de l'examen clinique pour un gynécologue. Il y a l'examen des trompes, comme l'hystérosalpingographie, qui nous permet qui nous donne une idée assez précise sur la qualité des trompes. Et bien sûr, quand nous suspectons d'autres pathologies, on peut aller carrément vers le scanner ou vers l'imagerie par résonance magnétique. Donc l'objectif, effectivement, est d'aboutir à un diagnostic avant de décider. Mais parfois, notamment dans le cadre des endométrioses, par exemple, dans le cadre de certaines anomalies des trompes, nous sommes obligés d'explorer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on va pour une exploration, il faut être prêt à intervenir. On n'a plus le droit d'explorer, de faire une cœlioscopie et de dire, madame, vous avez un problème, je vais vous réopérer la semaine prochaine. C'est quand même un acte opératoire. Donc, l'exploration diagnostique, notamment pour la cœlioscopie, pour l'hystéroscopie, les choses sont légèrement différentes. Quand on y va, il faut y aller avec l'esprit d'opérer quand il y a une anomalie. Pour l'hystéroscopie, comme c'est un examen souvent beaucoup moins invasif, qui se fait sans anesthésie, qui est indolore, je parle de l'hystéroscopie comme outil diagnostique. On y a recours, c'est un examen qui prend 5 minutes, on ne met même pas de spéculum. On y va par un optique qui fait 2,7 mm
qui est très, très indolore. Les femmes le supportent bien, beaucoup mieux d'ailleurs que la fameuse radio des trompes. Et là, ça nous permet d'étayer le diagnostic. Et vu que ça se fait en ambulatoire, ça nous permet de programmer une éventuelle chirurgie quand il s'agit d'un fibrome, quand il s'agit d'anomalies, de malformations, par exemple. Parfois, l'utérus peut être scindé en deux par une cloison. Là, l'hystéroscopie permet de lever cette scission, cette séparation. Et la femme, au final, va avoir un seul utérus au lieu d'avoir deux demi-utérus séparés. Et donc, les chances de grossesse et surtout les chances d'avoir un bébé à terme sont nettement plus importantes. D'accord. Donc, une question qui nous revient aussi très souvent des patients, c'est la question, l'hospitalisation. Comment se passe-t-elle? Alors, est-ce que c'est des soins de jour? Est-ce que c'est sous anesthésie générale, locale? Là, on se pose beaucoup. Cette question revient très souvent. Si vous pouviez nous expliquer. Bien sûr. Alors, pour l'hystéroscopie, c'est un examen qui se fait le plus souvent sous anesthésie loco-régionale, ce qu'on appelle la rachianesthésie. C'est un examen qui se fait c'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire, étant donné les faibles risques post-opératoires, bien sûr, entre des mains expertes toujours. On opère, on peut enlever un fibrome, on peut enlever un polype, comme je vous ai dit, ou une cloison. C'est des interventions qui ne sont pas de longue durée, bien que le développement des techniques aujourd'hui de chirurgie hystéroscopique nous permettent d'aller sur des interventions de plus en plus importantes, notamment sur des fibromes de plus en plus gros. Et la femme sort en fin d'après-midi, dès qu'elle bouge les pieds. Bien sûr, elle reste en contact avec, il faut qu'elle ait un téléphone de la structure qu'elle a quitté pour qu'en cas de problème, elle puisse appeler pour qu'on puisse lui résoudre le problème. Pour la célioscopie, c'est souvent une hospitalisation de 24 heures. On peut le faire en ambulatoire, mais de préférence, toutes les structures hospitalières préfèrent garder la patiente 24 heures, étant donné que ça se fait sous anesthésie générale et qu'on peut avoir des petits effets secondaires liés à l'anesthésie, ou voire même à la chirurgie, comme des douleurs, notamment des douleurs sous l'épaule, etc. Et en général, on revoit la patiente le matin, elle prend son petit déjeuner, et elle peut quitter l'hôpital ou la clinique sans aucun problème. Donc, comme vous voyez, ça a beaucoup réduit le temps d'hospitalisation. Qui dit réduction du temps d'hospitalisation, dit gain en convalescence, bien sûr une réduction des risques d'infection hospitalière. Vous le savez, dans tous les hôpitaux, toutes les cliniques, il y a ce risque et qui est augmenté par la durée de séjour dans les cliniques ou dans les hôpitaux. Je pense que beaucoup de gens sont rassurés maintenant. Donc, nous allons terminer la session avec un développement un petit peu plus, soit une discussion un peu plus en détail sur l'hystéroscopie, qui a évolué quand même de façon très très favorable ces dernières années et qui a permis vraiment de pouvoir de résoudre pas mal de problèmes d'infertilité. Donc, si vous pouviez nous en dire un peu plus. Bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, l'hystéroscopie est un moyen diagnostique et chirurgical qui est très élégant parce qu'il nous permet d'opérer ce qui se faisait auparavant par la voie à ciel ouvert, comme les fibromes qui sont dans la cavité, en réduisant les risques de complications. Et donc, on opère par un optique et par ce qu'on appelle un résectoscope, qui fait entre 6-7 mm et 9 mm, donc c'est très petit. On dilate juste un petit peu le col. Et aujourd'hui, la majorité des structures se sont dotées en technique de l'énergie de résection, parce qu'il y a plusieurs types d'énergie. Aujourd'hui, on travaille avec une énergie bipolaire. Je ne vais pas être rébarbatif, mais juste pour expliquer qu'on peut, avant, travailler avec un produit, un liquide qui dilatait l'utérus, parce que vous imaginez qu'il faut un liquide qui rende la cavité, qui permet à la cavité de s'expanser, si vous voulez, pour qu'on puisse opérer dans de bonnes conditions. On utilisait ce qu'on appelait le glycocol. Ce glycocol était un produit hyper dosé, hyper concentré, et qui nous limitait le temps d'intervention à 30-40 minutes.
parce qu'il y avait des complications qui pouvaient être d'ordre cérébral. Aujourd'hui, ces nouvelles énergies avec lesquelles on opère nous permettent de travailler juste avec du sérum physiologique. Et donc, il n'y a pas de limite de temps opératoire. Ça nous a permis, dans des cas difficiles, comme des fibromes de plus de 4-5 cm, des synéchies assez complexes, voire même certaines malformations, de travailler avec beaucoup plus de confort parce qu'on n'est pas limité par le temps. Bien sûr, il y a des normes, mais ça nous permet d'aller, au lieu d'opérer en 2-3 temps, ce qu'on faisait auparavant, certaines chirurgies peuvent être faites en un seul temps. Il suffit que le chirurgien ait les compétences et la patience requises pour pouvoir le faire en un seul temps. Donc, c'est un gain, même en termes de procédure. L'autre évolution est la réduction des diamètres des résecteurs, des outils opératoires. Aujourd'hui, on a mis au point même des résecteurs qui font 4 mm. Et dans certains cas, si la femme peut supporter, on peut opérer même sans anesthésie. En utilisant du matériel froid, on peut aller réséquer un petit polype de 7-8 mm uniquement au ciseau, c'est indolore. On peut même réséquer des petites cloisons ou des petits accolements. Donc, le développement s'est fait dans le cadre dans l'amélioration du confort pour le chirurgien et également pour la patiente, puisque ça nous permet des fois d'éviter des interventions itératives, voire même des anesthésies dans des cas assez simples où on peut agir avec des outils de petit diamètre et sans utiliser d'énergie. D'accord. Parfait. Un grand merci en tout cas. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de précision, de renseignements sur toutes ces techniques qui sont quand même de plus en plus proposées. Donc ça a été assez intéressant pour tout le monde. J'espère vraiment vous retrouver très bientôt pour une prochaine session. Ça serait un plaisir. Un grand merci en tout cas, professeur Sefroy. À très bientôt. À très vite. Au revoir, madame.